Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Et justement, l'actualité économique et les défis majeurs en matière d'économie locale et structurelle étaient au cœur du premier forum d'investissement de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il a été question de la sécurité alimentaire, du chômage des jeunes. Tout ça, c'était à Lomé, la capitale du Togo. Et on fait le point avec nos invités du jour, Monsieur Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir encore chaque fois renouvelé d'être là pour éclairer en tout cas nos téléspectateurs sur les thématiques africaines. Et avec nous, M. Serge Patrick de Souza, analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci M. Soumaro, et c'est toujours un plaisir renouvelé de partager le plateau avec vous et avec vos invités. Alors, messieurs, l'Afrique face aux grands défis, on va dire, économiques et structurels, vient d'initier, en tout cas la CEDEAO vient d'initier le premier forum d'investissement. C'était à Lomé au Togo. Comment est-ce que vous avez accueilli cette première édition, première lecture, M. Sadia Zouzou? Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est une très bonne initiative du fait que ce forum-là d'abord puisse se tenir. Et cela démontre véritablement l'attractivité économique de l'Afrique. Et ce forum-là n'est pas un forum anodin. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, selon les analyses de certains experts aujourd'hui, de toute l'attractivité économique mondiale aujourd'hui au monde, en tout cas en ce qui concerne les matières premières et autres produits, en tout cas autres richesses. Je pense que toutes ces richesses sont concentrées aujourd'hui, je veux dire, en Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, est, comme on le dit en anglais, the place to be. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances, les grandes multinationales aujourd'hui cherchent à avoir cette place-là pour pouvoir se démarquer au niveau de la concurrence entre les puissances. Donc, c'est véritablement important. Étant donné que, quand on regarde au thème lui-même, je crois que le thème, c'est transformer les communautés de la CEDEAO dans un environnement difficile. Justement. Donc le thème à lui seul déjà véritablement nous prouve à souhait que véritablement ce forum vient à une période critique. Et je pense que dans le développement, tout à l'heure, nous allons peut-être aussi nous pencher sur d'autres aspects aussi. Si permettez-moi de rappeler encore ce thème de ce premier forum, transformer les communautés de la CEDEAO dans un environnement difficile. Dans un environnement difficile, on a les crises socio-politiques et même économiques, ça et là. Mais vous, déjà, comment vous avez vécu un tel sommet est pratiquement passé inaperçu dans la presse? Qu'est-ce qui peut justifier cet état de fait? Le thème le dit, un environnement difficile. Vous savez, le sommet s'est tenu du 4 au 5, en tout cas, dans le début du mois d'avril. Et on vient à peine de sortir de l'élection présidentielle au Sénégal. On sait dans quel contexte l'élection a eu lieu, avec un enjeu géopolitique important. On a aussi le fait que l'AES, donc les États comme le Niger, le Burkina et le Mali essaient de renforcer la mise en place d'une fédération ou d'une confédération et leur rapprochement davantage avec la Russie. On voit le recul de la France dans la zone. Et aussi au Togo même, qui a un contexte, je vais dire, un peu compliqué avec la réforme constitutionnelle où il est demandé qu'on passe à un régime parlementaire. Il y a un gros débat. Et vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, surtout dans la CEDEAO, le débat géopolitique et le débat politique est vraiment élevé. Vous savez, c'est dans la zone où il y a quand même 4 pays en transition. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, qui sont en transition. Et ces 4 pays étaient pratiquement sous embargo. Donc, on est dans un contexte quand même difficile avec des chiffres qui régressent par rapport à l'année 2022. Si vous permettez, je peux rappeler ces chiffres-là. Le taux de croissance pour l'année 2023 à 37%, contre 3,7% contre 3,9% en 2022. L'inflation annuelle qui est 20% pour 2023 contre 17,3% en 2022. La dette publique a grimpé de manière globale au niveau de la CEDEAO de 48,8% du PIB en 2023 contre 36,8% en 2022.
il y a aussi le défi de la création d'une nouvelle monnaie, l'éco, qui est un débat vraiment qui est toujours alimenté. Et ce défi-là fait que vraiment, on est vraiment dans une période difficile avec le taux, je ne reviens pas sur les chiffres, notamment le taux de chômage qui a grimpé en 2022 pour les jeunes. C'est vraiment compliqué pour la CEDEAO. Mais on reste toujours optimiste. Tout simplement parce que, effectivement, comme M. Zouzou l'a rappelé, nous sommes dans une zone qui a énormément d'atouts et de ressources naturelles qui aujourd'hui représente l'avenir non seulement de l'Afrique, mais aussi l'avenir du monde entier dans un contexte de réchauffement climatique où les ressources pratiquement sont en train d'être exploitées à grande échelle en Europe et ailleurs, mais au niveau de la sous-région, on se rend compte qu'avec le sous-sol du Niger, le sous-sol de la Côte d'Ivoire, au Mali, qui est le premier pays producteur d'or dans la sous-région, on a le Niger avec l'uranium, la Côte d'Ivoire qui vient de découvrir 2 grands gisements pétroliers, et sans compter le Nigeria même, qui a dans son espace aquatique un grand gisement d'uranium. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la ressource nécessaire pour l'exploiter. Je vais dire qu'au final, on est dans une sous-région avec vraiment un gros potentiel. Maintenant, moi, ce qui me gêne un peu concernant le forum, c'est l'objectif du forum, qui est l'objectif qui visait une sorte d'attractivité de la zone, des investisseurs qui viennent de l'extérieur de la zone. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où, si on n'a pas la capacité d'impulser la dynamique économique, le marché intérieur qui doit être animé par nos propres champions, il sera surtout difficile pour nous de pouvoir amorcer un développement, je vais dire, linéaire au niveau de... Moi, je voudrais pour ajouter, il y a qu'à regarder, par exemple, je vais dire... les différentes personnalités, leur ranking, des personnalités qui ont participé à ce premier forum. Il faut savoir que beaucoup de pays se sont fait représenter à un niveau, je vais dire, pas très élevé. Je pense que ce sont des signes en diplomatie qu'il faut interpréter, notamment quant à l'opportunité de ce forum-là dès maintenant. Et maintenant, à cette période-là, certains pays se sont fait représenter, soit par le ministre de l'économie et des finances, et d'autres pays, on n'a pas véritablement assisté à la présence pour un forum aussi important de chefs d'État. Je pense que cela aussi pourrait s'expliquer par un passé récent, l'activisme du président Faure Yadema dans les différentes crises, notamment entre les 3 pays de la CEDEAO, entre les 3 pays de l'AES et les autres pays de la CEDEAO a été diversement interprété par d'autres chefs d'État qui, pour certains voisins, ont vu de l'opportunisme économique. Et je pense que le fait, par exemple, que, en tout cas pour être beaucoup plus concret, le fait que des pays de l'AES aient décidé, aient donné dos au Bénin, par exemple, pour privilégier le port de Lomé en ce qui concerne pour véritablement toutes leurs transactions commerciales, vraiment ça en dit véritablement long. Il faut savoir aussi aujourd'hui qu'il y a un véritable froid, une cassure, ça à mon avis, au niveau de la CEDEAO aujourd'hui qui ne dit peut-être pas son nom. À la limite, à la longue, cette cassure-là va véritablement venir au jour. Il y a la question du fret de l'Interland aujourd'hui qui est devenu un enjeu stratégique, économique très important. Tous les pays côtiers aujourd'hui, sont au pied aujourd'hui de ces 3 pays-là aujourd'hui. Tous des grands investissements ont été faits en Côte d'Ivoire, il y a eu le port sec, effectivement à la frontière, etc. Donc beaucoup de ces pays-là ne veulent pas effectivement se mettre, à dos, c'est-à-dire à long terme, ces pays-là qui sont des pays qui sont très riches, ont des ressources très importantes. On parle du Mali par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, qui a choisi le port de San Pedro par exemple pour évacuer, toute la production de lithium qui sera produite au Mali. C'est un exemple. Le pétrole nigérien qui va être évacué aussi à travers le port de Lomé. Le projet avait été déjà fait, avait déjà commencé. Je vais dire qu'aujourd'hui, effectivement, la qualité des personnalités qui ont assisté à ce premier forum, bon, on dirait que c'était un premier forum, mais je vais dire que c'est véritablement un moyen. Le seul partenaire extérieur que moi j'ai pu constater ici, c'est l'Indian Exim Bank. Je crois que c'est une banque internationale indienne qui a décidé véritablement de s'associer à
à ce forum-là pour examiner les possibilités d'investissement. Et je pense que c'est très peu quand même eu égard aux potentialités dont regorge la CEDEAO. Donc, je pense qu'il y a eu aussi l'agence Propaco, l'AFD, l'agence française de développement. Mais au cœur, on va dire au cœur de cette discussion, on a eu la question de la souveraineté ou la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Ce thème revient de manière beaucoup plus récurrente dans ces politiques sous-régionales. Aujourd'hui, où en est-on? De quoi l'Afrique a besoin pour s'assurer une sécurité alimentaire? L'Afrique a besoin d'une volonté politique. C'est tout. Parce que quand on a un problème de ressources naturelles, là, ça pose problème. Mais l'Afrique n'a pas un besoin de ressources naturelles. Tu prends le Mali, bon, on va dire le désert. Tu prends le Burkina, on va dire le désert même. Pourtant, ces pays-là arrivent à produire le sorgho, le coton, le maïs et le mil, plein d'autres trucs. Tu prends la Côte d'Ivoire, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, il n'y a pas une zone où on ne peut pas produire le riz, le cacao, tout et tout. Surtout que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Le Ghana, qui est un pays frontalier, est le deuxième produit mondial de cacao. Mais c'est la volonté politique. La volonté politique consiste à renforcer le système agricole en le mécanisant, en le rendant véritablement autonome, déjà, pour régler les besoins en termes de consommation locale. Parce qu'on n'arrive pas au niveau de la sous-région à couvrir même les besoins en riz. Tout simplement parce que l'activité est faite de manière artisanale. Mais la volonté politique réside d'où? La volonté politique réside de renforcer l'encadrement de ce secteur-là, de financer énormément tout ce qui est ressources techniques. Je parle de la chaîne de valeur, déjà en labourant le champ, en arrivant, en récoltant les produits, transformant les produits et en les vendant. Voici toute la chaîne de valeur. Alors que nous sommes seulement à l'étape de la ressource, la main-d'œuvre est manuelle. Et en plus de cela, on est toujours sous le poids on nous fait des dons, on reprend, mais il faut de la volonté politique. Je pense qu'il y a le Burkina qui a émis la volonté, et Ibrahim Traoré, j'espère qu'ils vont y arriver, qui a émis la volonté d'être aussi le premier producteur de cacao, parce qu'ils vont énormément financer. Après, je dis, c'est vrai qu'il y a des observateurs longuement ri, parce qu'il y a des complications climatiques, tout et tout, hein, ça, il faut tenir compte de cela. Mais je vais dire, le fait de le dire ainsi, quand c'est accompagné d'actes concrets, c'est bon. Mais quand ce n'est pas accompagné d'actes concrets et que ce sont des déclarations seulement politiques, après, on en rit quand tu arrives en Chine. Mais en Chine, chaque jour, il y a des inventions qui se font pour faciliter l'exploitation agricole. Quand tu arrives en Inde, c'est pareil. Quand tu arrives en Thaïlande, c'est pareil. Le thé qui est exploité au Kenya, mais ce n'est pas la même méthode d'exploitation qu'on voit peut-être en Inde ou en Thaïlande. Il faut tout simplement de la volonté politique. Et cette volonté politique consiste à grossir, je vais dire, la manne financière qui doit être injectée au niveau du secteur agricole. Et là, on a vraiment besoin d'intégration sérieuse, sans tenir compte des appréhensions politiques, mais il faut une intégration sérieuse qui va permettre, et c'est d'ailleurs pour cela, moi je salue la nouvelle monnaie ECO, qui vise à renforcer cette intégration-là. On a vu la ZLECAf qui a pratiquement échoué, parce qu'on ne sent pas cette intégration-là. Donc, il faut quand même une sorte d'intégration, de mutualisation politique, d'action politique, qui va permettre aux États de ne pas se mettre seuls dans cette aventure agricole-là, mais de faire de sorte à ce qu'ils puissent entendre. La Côte d'Ivoire et le Ghana essaient de créer une sorte d'alliance pour pouvoir contrôler, je vais dire, le système de la production du cacao et la vente sur le marché international. Je pense que c'est pareil quand on arrive dans un monde où finalement on se met ensemble, c'est-à-dire que les acteurs premiers se mettent ensemble pour pouvoir contrôler le marché, c'est plus facile. Donc la question de la sécurité alimentaire est liée à la question de la volonté politique, parce que les Africains ont la pratique, les Africains ont la volonté, mais s'ils n'ont pas les moyens et qu'on n'arrive pas à concurrencer ceux qui produisent à l'extérieur, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Et donc, il faut aller vraiment explorer dans ce sens-là pour voir ce que ça va donner. Une question de volonté politique. Une question de volonté politique. Et il faut dire aussi que certains pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, on avait effectivement, avec le président Félix Houphouët-Boigny, misé sur l'agriculture vivrière, bien du fait que même si on constate qu'un accent particulier a été mis sur les produits d'exportation, notamment le café et le cacao,
la résilience de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité alimentaire est due au fait que la Côte d'Ivoire est d'abord un pays essentiellement agricole qui a basé toute sa stratégie aussi sur l'agriculture vivrière, et on le sent. Lorsque vous allez partout dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, vous trouvez la nourriture à tous les carrefours. Lorsque vous voyagez dans les pays de la sous-région, c'est rare. La Côte d'Ivoire est un pays qui se démarque des autres pays dans ce sens-là. Alors donc, comme je le disais, je suis tout à fait d'accord. Vous avez un pays comme la Chine, pour les gens de mon âge, ils savent que dans les années 90, les gens mouraient de faim en Chine. Ça mourait, et ça, vous pouvez aller consulter les documents 85, 86, il y avait des famines où les gens mouraient en Chine. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire c'est la Chine aujourd'hui qui produit du riz, et ce riz-là est vendu à travers le monde aujourd'hui, la Chine, l'Inde, etc., etc. Donc vous avez vu que quand ces pays-là ont décidé de faire des restrictions alimentaires, notamment en ce qui concerne l'Inde, qui a fait des restrictions alimentaires tout récemment, il y a eu un impact véritablement qui a secoué certains pays africains. Donc beaucoup de choses peuvent se faire, et la volonté politique, elle est toujours là. Vous prenez un pays comme Israël. Israël produit tous les produits dont il a besoin, même le cacao sur son sol. On a vu le président Mohamed Al-Gaddafi avait construit une rivière de 4000 km et avait fleuri le désert où tous les produits, comme vous pouvez constater, l'Égypte même actuellement a un chantier en plein cœur du désert pour mettre un barrage, mais c'est pas quoi. En tout cas, de l'eau va circuler pour on peut dire aussi aux choses en Égypte aussi qu'il y a le Nil qui est là, mais je vais dire que ce sont des exemples qui peuvent montrer cela. Mais la grande menace, à mon avis, que les Africains ne prennent pas au sérieux, c'est ce qu'on appelle le land grabbing. Le land grabbing, c'est l'accaparement des terres arables aujourd'hui. Beaucoup de grandes puissances au niveau des grandes multinationales qui produisent soit par exemple des produits alimentaires aujourd'hui se sont rendus compte que par exemple les endroits où vous avez l'habitude de produire sont des terres qui sont épuisées aujourd'hui. Donc il faut aller vers de nouvelles terres. Donc c'est pour cela aujourd'hui que les terres africaines sont convoitées aujourd'hui. Donc c'est pour cela que il faut faire très attention, parce que cela peut menacer la sécurité alimentaire à long terme. Cela peut nous confronter les pays africains au phénomène des latifundia. Le phénomène des latifundia, ce sont des grandes multinationales qui construisent, par exemple, qui font de la monoculture. On parle par exemple de bananiers, par exemple, sur des kilomètres et des kilomètres aujourd'hui qui privent les populations locales de terres qui leur permettront de produire. De l'Amazonie. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas l'Amazonie, c'est ça, mais c'est pas loin de chez nous ici. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aussi aux différents projets, par exemple, que certains pays occidentaux nous proposent en ce qui concerne l'immatriculation des terres africaines. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'immatriculation des terres africaines? Est-ce que véritablement on ne va pas nous arracher aujourd'hui ces terres-là? On a vu aujourd'hui que certains pays du Golfe aujourd'hui ont acheté des hectares au Kenya et dans d'autres pays. Donc je veux dire que c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en considération. Alors vous avez parlé aussi de volonté politique tout à l'heure. On a vu qu'il était aussi question du chômage des jeunes, et pour résorber ce chômage, on a vu que lors de ce forum, la question était, en tout cas les solutions étaient plus axées à faire revenir les jeunes à la terre, à la pratique de l'agriculture. Mais est-ce que dans ce contexte de modernisation qu'on voit aujourd'hui, ces jeunes, vous pensez qu'ils pourront revenir à la terre? Ça se fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne ça se fait. Comment ça devait se faire pour vraiment attirer les jeunes à la terre pour soutenir l'économie africaine? Déjà, on dit que revenir à la terre, à l'agriculture, ne veut pas dire qu'on se met dans la boue pour se salir. C'est toute une chaîne de valeurs. Celui qui intervient dans le domaine agricole peut être commercial, il peut être directeur d'entreprise, il peut être chimiste, donc préparer des produits chimiques pour enrichir les sols. Il y a toute une chaîne de valeurs. Il y a l'OCP, qui est une structure marocaine qui intervient dans la recherche. Et dans ce domaine-là, qui essaie de renforcer l'intégration des jeunes au niveau de, surtout en Côte d'Ivoire, que moi je le connais, ils exercent énormément, avec des champs labos, avec du recrutement massif des jeunes pour leur apprendre la pratique de l'agriculture, mais en même temps, toute la chaîne des valeurs jusqu'à la commercialisation. On a d'autres structures qui font de l'innovation, de la technologie avec Investive, en partenariat avec 2A+. Ce sont des structures qui introduisent les drones, l'utilisation des drones dans le traitement des parcelles. Mais l'utilisation des drones là, ça ne c'est pas agricole, non. C'est agricole. C'est pas, ça dit que celui qui va utiliser le drone là, il ne va pas venir prendre le champ labouré. Mais en combien de temps un drone prend pour traiter 10 hectares? Et en combien de temps
le paysan qui n'utilise pas le drone prend les trucs au dos là et puis il va traiter le champ pendant combien de temps? Les deux n'auront pas la même capacité de production. Donc il faudrait une nouvelle sensibilisation. Une sensibilisation qui montre aux jeunes que finalement, l'agriculture n'est plus cette agriculture qu'on faisait avant, avec le travail difficile, le travail, prendre la machette, nettoyer. Aujourd'hui, il y a la technologie, il y a de nouvelles compétences mécaniques qui ont envahi le marché, le secteur agricole. Il suffit seulement de mettre en avant. C'est pourquoi moi j'ai parlé de volonté politique. Parce que si vous voulez faire venir des jeunes dans le secteur agricole, ça dépend dans quelle étape de la chaîne des valeurs. Si ce sont des jeunes qui doivent être propriétaires d'espace, mais il y a le problème foncier qu'il va falloir traiter, alors qu'on sait qu'en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, là où il y a eu toujours des conflits armés, il y a des problèmes fonciers qui se créent. Ce qui fait que avoir accès à la terre est souvent difficile. Déjà, il faut pouvoir traiter cela, apporter des réformes au niveau institutionnel pour faciliter ce genre de traitement des problèmes fonciers. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il y a le problème de quelle est la chaîne de valeur que nous mettons à la portée des jeunes. Donc, ça nécessite la formation. Il y a des gens qui vont en agronomie, qui sont en laboratoire pour traiter les sols. Il y a d'autres qui sont, comme j'ai parlé à travers le projet AgroHub. Aujourd'hui, c'est le drone. Donc, on prend des jeunes qui sont formés à la manipulation des drones. Il peut créer des startups dans ce sens-là pour exploser leur production. Je crois que dans le cadre de l'éco-citoyen au Bénin, ils ont expérimenté ça et ça fonctionne bien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avec le projet AgroHub, Investive et 2A+, dans le Nord, ils sont en train d'expérimenter ce projet-là. Donc, il y a cette phase-là. Et puis, il y a ce qu'on voit actuellement en Côte d'Ivoire où il y a un accompagnement au niveau d'intrants, de semences, tout et tout, pour déjà garantir un départ de production. Mais après, ça doit être accompagné d'encadrement à travers les structures. Il faut les impliquer davantage. Les structures techniques d'encadrement agricole en Côte d'Ivoire, on a l'ANADER, on a le CNRA et d'autres structures. C'est tout un ensemble de politiques structurantes qui doivent accompagner véritablement cela. Sinon, il ne s'agit pas de dire qu'on va renforcer, mais il faut passer aux actions concrètes. Et je pense qu'il y a des startups, il y a des structures qui montrent déjà des pistes de solutions. Il faut pouvoir les accompagner, renforcer cela, c'est tout. Alors, je voudrais ajouter aussi comme politique, comme plutôt solution aussi, ce serait d'accroître l'attractivité territoriale. Je pense que ce sont des choses qu'il faut faire, qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous prenez un jeune, que vous l'envoyez dans une zone rurale, il faut faire en sorte aussi qu'il se trouve dans un endroit où il a certaines commodités modernes. C'est pour cela que si l'attractivité territoriale véritablement est partagée dans d'autres des grandes régions, les jeunes ne vont pas venir rester à Abidjan ici dans des conditions difficiles aussi, je vais dire dans des maisons précaires qu'on voit. Moi, je vais vous donner un exemple qui est beaucoup plus pratique au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsque moi j'étais au lycée, l'État de Côte d'Ivoire avait créé des complexes sucriers. Il y avait Ferké, il y avait Sucaf, etc. Oui, il y avait Sucaf, il y avait aussi Borotou Koro, et puis il y avait Zionoula. Mais ces villes-là, c'était des villes qui étaient des villes d'attraction où les jeunes venaient de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, etc. pour trouver du travail là-bas. Donc, je pense que cette politique-là, il faut pouvoir peut-être la revoir, de sorte à ce que des infrastructures modernes soient créées au niveau des villes, au niveau des districts autonomes, pour attirer les jeunes, de sorte qu'ils ne restent pas seulement que dans les grandes villes côtières. Alors justement, quand on regarde un peu tout cela, on parle de dette. Vous avez évoqué la dette des pays africains qui a tendance à faire couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Et aujourd'hui, on voit que l'Afrique peine à mobiliser des investissements privés pour son développement. Est-ce à dire que les conditions, ça sera peut-être la dernière question parce qu'on est pris par le temps, est-ce à dire que véritablement les pays africains n'arrivent pas à séduire, malgré toutes leurs opportunités, n'arrivent pas à séduire des investisseurs privés et sont obligés de faire appel à la dette publique pour pouvoir financer ces pans de développement chez eux? L'aide au développement public, c'est vrai que c'est un outil. C'est un outil d'intégration, c'est un outil de développement. Mais déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le fait que les investisseurs privés n'arrivent pas pour mobiliser leurs ressources, c'est tout simplement parce que il y a des prérequis qu'il faut avoir, des préalables. Est-ce que on a un environnement sécuritaire stable?
Parce que, contrairement à la Banque mondiale ou au FMI qui va donner un prêt à un État, l'investisseur privé veut construire son entreprise avec ses fonds. Il va recruter des gens, il va payer la marchandise. Mais il ne va pas venir construire ça là où on se dit que du jour au lendemain, il peut avoir des casses, il peut avoir une guerre et puis il va perdre tout son investissement. Ça, c'est un. Ça veut dire qu'il faut être clair sur ça. Pourtant, la dette qui vient du FMI, là, c'est directement dans les caisses de l'État. De toutes les manières, lui, il est tranquille. Hein? Même s'il y a eu coup d'État, même si après le coup d'État, là, ils ont fait la guerre, c'est fini dans 20 ans. L'État, là, on dit c'est une continuité, ils vont rembourser. C'est garanti. Pourtant, les investisseurs n'ont pas cette garantie-là. Tant qu'ils n'ont pas cette garantie, ils ne vont pas se lancer. Ça, c'est un. La deuxième des choses, moi, je dis surtout que on a surtout besoin de champions nationaux. Au Sénégal, par exemple, les réformes avec le gouvernement Bassirou, les réformes sont en train d'être mises en place de sorte à ce que 10% des marchés intérieurs, du marché intérieur soient consacrés seulement aux champions nationaux. Voilà comment est-ce qu'on arrive à créer de la richesse. Et après, les investisseurs vont venir de l'extérieur, on va capitaliser les ressources. Mais je vais dire, quel est l'environnement politique, quel est l'environnement géopolitique qui prédomine. On a vu la ville de Bouaké, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui était vraiment lancée avec beaucoup d'industries. Mais quand il y a eu la rébellion, tout s'est arrêté. On produisait, il y avait la Citab là-bas qui produisait la cigarette, il y avait Filtisac qui produisait, il y avait Uniwax qui produisait le pain. Mais quand il y a eu la crise là, ce sont des investissements qui sont tombés à l'eau. Ils ont mis combien d'années? Mais vous pensez que tant que ces entreprises-là ne sont pas rassurées, que peut-être dans 50 ans ne puisse plus avoir des crises là, ils vont venir ici. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit locale ou présidentielle, il y a une tension politique qui est entretenue, qui monte tellement que les gens sont obligés d'attendre dans 5 ans. Donc quand un président élu arrive, eux, ils se dépêchent, ils ont 3 ans pour investir rapidement. Après les 3 ans, ils récupèrent le capital. Et puis ils attendent, après l'élection, ils reviennent encore. Parce que rien ne rassure qu'une fois qu'ils aient fini d'investir, on aura un environnement propice. En Chine, par exemple, la dernière fois que la Chine a connu une crise, c'est quand? En France, c'est quand? Aux États-Unis, c'est quand? Aujourd'hui, quand tu arrives en Ukraine, c'est quelle entreprise qui peut aller investir en Ukraine? Même en Russie, c'est quelle entreprise qui va aller investir en Russie? Tant qu'on est dans regardez la Libye. La Libye n'était pas comparable à un pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, la Libye, là, qui va aller investir en Libye? Je veux dire que le préalable, c'est la stabilité politique et bien sûr la démocratie. La deuxième des choses, il y a la formation. La formation de la ressource locale. Si on a une bonne formation qui est en adéquation avec les besoins du marché, les besoins de l'emploi, je pense que les gens, quand ils arrivent, ils vont trouver de la main-d'œuvre qualifiée par rapport à ce qu'ils veulent comme investissement. Ça va faciliter la tâche. Mais s'ils arrivent pour un investissement quelconque et qu'ils sont obligés encore de faire venir des compétences d'ailleurs, tu vois que le coût d'investissement devient plus grand et rien ne garantit qu'il peut y avoir un retour d'investissement. Donc voici 2 questions que moi je peux identifier là rapidement pour dire que finalement il faut pouvoir traiter de ces 2 questions-là et puis après faire confiance aux champions nationaux qui peuvent eux-mêmes investir. Le gars il est en Côte d'Ivoire, s'il investit en Côte d'Ivoire, il va prendre toutes les mesures pour ne pas qu'il y ait des crises, je pense. En tout cas, créer le cadre pour permettre aux champions locaux de plus s'épanouir, créer des conditions plus attractives pour les investissements privés. Messieurs, c'est ce qu'on retient en tout cas de vos propositions suite au récent forum d'investissement de la CEDEAO, le premier forum d'investissement de la CEDEAO. Donc, on espère que pour le 2e forum, l'année prochaine, sans doute, il y ait une meilleure représentativité de nos États et surtout des champions locaux sur place et des investisseurs privés. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée à la première édition du forum d'investissement de la CEDEAO. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.